Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la saison 4 de Banni Podcast. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir et l'émotion de recevoir non seulement un invité, mais surtout un ami et un mentor, quelqu'un qui me suit depuis les tout débuts de l'aventure Banni. Depuis le lancement du podcast en 2021, je me suis toujours dit, un jour, il faudra que je l'interviewe. Parce que son parcours de vie, sa sensibilité, sa trajectoire d'artiste et ses mots sont tout simplement fascinants. La première fois que j'entends parler de lui, c'était en 2018 à Bangkok. Il exposait ses œuvres dans la capitale thaïlandaise, mais à cause d'un imprévu, je rate son exposition. Quelques mois plus tard, en France, il organise un vernissage. Il y a des centaines de mètres de queue devant la galerie, et encore une fois, je le manque. Et puis le hasard, ou peut-être le destin, a fini par nous réunir. Lors d'un voyage professionnel à Hong Kong, je tombe sur ses œuvres dans une galerie du centre-ville. Celles que j'avais vues défiler sur les réseaux, je les découvre enfin en vrai. On prend le temps d'échanger, de parler de son travail, de ses inspirations. Et le lendemain, grâce au réseau, on se revoit et je lui fais visiter le recoin caché de Hong Kong. C'est là qu'est née une belle amitié avec un artiste désormais reconnu en France et à l'international, le peintre franco-vietnamien Oum Nguyen. Banni, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Banni Podcast se déguste sur le pouce, entre amis ou en famille, à toute heure de la journée pour partager un bon moment et échanger sur des parcours de vie inspirants liés à l'Asie. Banni est un podcast créé et réalisé par Linda Nguyen et je vous retrouve un dimanche sur 2 pour un nouvel épisode. Pose-toi avec moi et écoute ce que je t'ai préparé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Banni, saison 4. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier parce qu'on rencontre non seulement un artiste, mais c'est aussi un ami, un mentor qui s'appelle Oum Nguyen. Il est peintre autodidacte. Il est non seulement reconnu dans le monde entier, mais il est aussi connu pour ses portraits monumentaux, toujours pleins de force et d'émotion. Vous pouvez en voir quelques extraits derrière nous et puis sur les images de ce podcast. Et aujourd'hui, en fait, Oum va bien au-delà de ses toiles parce qu'il sort son premier récit autobiographique qui s'appelle « Ma vie d'Oum ». Salut Oum, comment tu vas ? Super Linda, écoute, je suis très très content d'être avec toi et de te montrer une partie de l'atelier avec la chance qu'on a derrière nous de grands formats qui parlent évidemment d'Asie et d'humain. Donc, merci de nous recevoir dans ton atelier. Là, on a une toile qui est juste à côté de nous. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui c'est, ce que c'est et comment tu l'as faite ? Là, tu as deux personnages, en tout cas de mon côté, deux personnages, dont une fille plutôt d'une vingtaine d'années. On est plus du côté du Japon. Ça parle bien sûr de l'Asie, de l'humain. Ça traite bien sûr d'un regard très fort, d'une volonté, d'une certitude. On est sur un passé du fait qu'il y ait beaucoup de noir et blanc et d'un présent par le côté très coloré avec des effets de partout. Donc on est entre le présent et un futur très proche. Et de l'autre côté, derrière toi, on a en fait un vieillard. On pourrait appeler ça un dripping, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la reprise d'un artiste très connu américain qui s'appelle Jackson Pollock. Le dripping, c'est un peu un lâcher-prise de peinture et de coulée de peinture. Et on a en fait un format très grand d'un vieillard avec des origines asiatiques, voilà, qui parle un petit peu de nos ancêtres, de mon histoire. Linda, voilà. Merci. Tu es devenu connu et reconnu jusqu'à l'international. Et qu'est-ce que tu ressens en fait en dessinant des visages ? Qu'est-ce que je ressens ? Déjà, je me parle. Je parle à mes toiles, je parle
à mes peintures. C'est drôle parce que très souvent, les gens ne se rendent pas compte, mais en atelier, on est seul avec les œuvres et on parle avec les œuvres. Il y a un dialogue qui se fait, qui s'opère à partir du matin, parce que ça dure très très longtemps. Ça peut durer des mois aussi. Je dis pas que je dialogue toutes les minutes, mais très souvent, très 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 souvent, je parle avec mes toiles et j'essaye d'avoir une histoire avec ces dessins, ces paysages, ce que j'appelle mes visages, euh, sur ces grands petits formats. Donc effectivement, je parle de plusieurs pays d'Asie en me posant plein de questions et parfois, j'y trouve, encore une fois des vieux, des vieillards, des jeunes, des ados, des enfants. En fait, c'est le monde asiatique. Et pourquoi justement ça a souvent été, dans la majorité de tes œuvres, des visages asiatiques et pas des visages caucasiens, par exemple? Il y a peut-être une référence avec ma mère, avec mon passé, avec des histoires, que je n'ai jamais vraiment vécues parce que dans la réalité, ma mère me parlait beaucoup d'Asie. Elle l'a quitté, à mon sens, très tôt. Et je n'ai eu que cette chance à partir de mes 20 ans à aller en fait, au Vietnam. Pas avant parce que c'était pas possible, je n'avais pas les moyens et peut-être, j'ai les références que j'ai sont celles de ma maman et j'essaie de les réinterpréter en fait à travers, ses dires sur des œuvres. Ce qui fait qu'en fait, à un moment donné, c'est de la pure imagination, tout simplement et donc j'avais envie, si tu veux, d'imaginer un propre monde à travers ma maman, à travers ses histoires qui étaient totalement vraies, avec bien sûr une part de fiction de ma part, sur l'Asie. On a l'impression que tu as une manière très incisive à t'exprimer sur les toiles. Pourquoi tu as voulu le faire sur ce support-là alors que tu viens pas forcément du monde de l'art à la base? Je sais pas si je suis engagé, je me sens, je me sens dans l'obligation en fait de parler, je sais pas, il y a un message, qui vient de très loin, qui vient de derrière, d'à côté, je sais pas d'où ça vient. J'ai besoin de parler de ça. J'ai besoin, c'est en moi, ça me hante tous les jours. Je me lève avec, l'envie en fait de parler et de traiter encore une fois de l'homme que je suis, de l'humain, de ce dialogue qu'il y a entre eux et moi. J'ai besoin de dialoguer et c'est une espèce d'urgence et tout le temps, constamment, du matin au soir et donc forcément, heu j'ai besoin de le partager aussi avec d'autres. Tu parles souvent de ta mère. Énormément, énormément. Ma mère, a une grande importance. C'est ma déesse. Elle a marqué toute ton existence, j'imagine. Et elle était à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. C'est connu pour les soins adressés aux grands accidentés de la route. Elle est devenue paraplégique quand toi, tu étais enfant. Et tout de suite, tu es devenu le pilier de la famille, à ses côtés. Comment tu as vécu, toi, ce rôle si jeune et en quoi ça t'a construit d'être ce pilier euh, en tant qu'homme et en tant qu'artiste? Simple, compliqué, simple parce que, tu as une maman qui arrive en France, qui a un accident de la route. L'histoire elle est très simple, elle est passagère d'un taxi. Le taxi s'endort, derrière, ce taxi, tu un camion, qui finalement en fait, percute. Je parle bien sûr du taxi. Le chauffeur, lui, s'endort, tape avec sa voiture, avec ma mère dedans, dans une glissière de gauche. Fait qu'à un moment donné, donc forcément, le camion derrière écrabouille complètement la voiture. Ce qui fait que ma mère, elle sort donc, paraplégique. Voilà ce qu'on lui a, annoncé. Elle se retrouve donc bien sûr à Garches et moi, Garches, c'est un endroit, évidemment mémorable dans le mauvais sens du terme parce que ça marque les esprits. Tu grandis, j'ai eu cette chance d'être né avant cet accident-là et je me retrouve bien sûr très jeune à aller très souvent avec, mon père d'adoption, à Garches et voilà, j'ai fait quelque part mes études dans un hôpital, avec des gens, complètement abîmés. Donc
sans jambes, amputés. Enfin, c'est les grands accidentés de la route, quoi, Garches. Ça, il faut le signaler, il faut le dire. Et c'est vrai qu'on l'oublie souvent. Il y a aussi des hôpitaux avec des grands, 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 grands malades. Et pareil, bien sûr, dans les autres, mais celui-ci particulièrement. Ce qui m'a marqué, c'est aussi la volonté de ma mère de pouvoir m'expliquer un petit peu ce qu'elle avait et de partager en fait des belles histoires dans un lit d'hôpital, à un moment où elle était plus dans un esprit de tentative de suicide et dans un état en fait catastrophique. Et ça m'a donné envie de rêver d'autres choses à travers ce qu'elle me disait. Et évidemment, ben voilà, les hôpitaux, ça me parle. Je pense qu'il y a aussi une part de grande positivité parce que l'hôpital, c'est aussi une chance de pouvoir être réparé quelque part. Donc, je donne quelque chose de très fort et de très positif à l'hôpital. Et grâce à eux, ma mère a pu sortir de l'hôpital, on va dire à peu près réparée dans un fauteuil roulant, évidemment. Et ça m'a donné aussi une chance de me dire que dans la vie, il y a aussi des êtres qui sont là pour nous aider. Et je remercie vraiment les hôpitaux pour toutes ces choses-là. Et ça m'a apporté, bien sûr, beaucoup de choses, quoi, dans ma propre carrière, quoi. Et après sa disparition, paix à son âme, tu as trouvé une forme d'expression sur les toiles, parce que c'est comme ça que tu as commencé à t'exprimer en peinture, en tout cas sur les toiles. Est-ce que quelque part ça t'a libéré pour t'exprimer? Ça me libère. Ça me libère. C'est une façon évidemment de me libérer, c'est une façon de m'exprimer. C'est ma seule vraie écriture. Dans la réalité, je pense que chaque trait sont des signes de liberté, de trajectoire, de vie. C'est comme un grand paysage. Ce visage que je dessine, que je peins, n'est qu'un paysage de la vie. Et chaque personne, chaque expression sont quelque part cette liberté qu'on a à chacun euh, d'aller dans un rêve, de pouvoir s'épanouir et, euh, et d'aller de l'avant. Je pense que sans la peinture, je pense que je serais peut-être pas de ce monde-là parce que voilà, j'avais déjà des complications de par ma maman, de par ma propre vie, de par le fait de ne pas avoir d'argent, de vivre dans l'urgence. Voilà, c'était compliqué. Donc, quelque part, ça m'a vraiment libéré, quoi. Encore aujourd'hui. Je fais que ça. Je fais que peindre, dessiner et j'y vois et j'espère y voir un monde meilleur, un monde de paix, un monde de plein de vitalité. Ça me donne envie, en fait, d'avancer grâce à la peinture, grâce au dessin. T'as toujours ce sentiment d'urgence quand tu peins? Toujours. Je donne ma vie sur le dessin, la peinture. Je donne ma vie tous les jours. Je donne beaucoup, je donne tout ce que j'ai. J'ai besoin de ça. C'est un besoin. C'est l'essentiel, en fait, de ma vie. Je pense que c'est pas plus que ça. C'est vital pour moi. Est-ce que il t'est déjà arrivé d'avoir le syndrome de la page blanche et de pas pouvoir te lancer sur une toile? Enfin, comment tu travailles de manière générale dans ton atelier? Alors, pour la page blanche, je te dirais tous les jours, tu as cette peur, mais j'y pense même pas. Je le calcule même pas comme ça. Je pense que on a toujours peur de. Voilà, mais c'est pas un devoir, hein, c'est avant tout un plaisir et euh, je pars du principe que ça vient de tes tripes et c'est une pensée qui vient de très très loin et qui est de l'intérieur. En fait, c'est pas quelque chose que tu peux contrôler, ce qui fait qu'à un moment donné, tu penses jamais à cette page. Elle n'existe presque pas finalement. Et non, elle n'existe presque pas, voire pas du tout. Souvent, on y pense, on se dit ah, demain, est-ce que. Mais là, c'est un stress il y a peut-être un esprit commercial, ce qui n'est pas forcément mon cas. Je pense que je pars vraiment en fait dans un esprit
d'artiste, d'âme d'artiste. Vraiment, pour moi, c'est très important de dessiner. J'ai l'impression de me construire. J'ai l'impression de grandir avec la peinture. J'ai l'impression de, euh, de dialoguer avec d'autres aussi, de partager. J'ai ce besoin tout le temps, constamment. C'est important. Donc, pour moi, non, la page blanche, elle n'existe pas. Et comment tu travailles dans ton atelier? Je crois que tu aimes beaucoup la musique. J'adore la musique. Je mets très souvent de la soul. J'adore le reggae. Je crois que j'adore tout. Je mets de la musique tout le temps. Elle fait partie quelque part de mon œuvre. On pourrait même presque voir la vitesse on dirait la vitesse de la musique, c'est-à-dire le beat, quoi, le battement, à travers mes traits. On a quand même l'impression d'avoir un électrocardiogramme, comme si on dessinait avec une vitesse. Et tu sens en fait soit un peu plus de violence, un peu moins de violence, plus de douceur. Et là, on pourrait presque avoir un slow, quoi, limite, quoi. Et parfois, quelque chose de très rythmé, voire électro, quoi. C'est un peu de la danse. C'est de la danse, c'est de la danse. Non, non, le dessin, c'est de la danse. Non, non, franchement, c'est comme un électrocardiogramme. Ça monte et ça descend avec des battements de cœur complètement différents et des vies différentes, comme la musique. Pareil. Avant d'exposer dans les galeries d'art, tu étais aussi vendeur de chaussures. Comment t'es passé de vendeur de chaussures à être un artiste qui expose? Et comment est-ce que tu as fait pour commencer à en vivre? Ah, c'est long et très court en même temps, dans le sens, j'ai dû vendre des chaussures parce que, voilà, faut vivre, hein, quand même, faut vivre, donc faut avoir de l'argent, j'étais dans l'urgence, j'avais besoin d'argent, donc forcément, trouver mon premier boulot ou d'autres boulots, c'est des boulots de marché quelque part. Et donc, j'ai commencé à bosser, à vendre des, euh, des pompes très tôt. Ça m'a permis, en fait, les pompes m'ont permis en fait de m'exprimer parce que j'avais pas une thune. Je prenais en fait des chaussures dans les stocks et je dessinais en fait sur les chaussures, un peu comme des toiles. C'était un peu ma façon de m'exprimer sans toile sur des chaussures. Je te dis ça il y a 20 ans, quoi. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai rencontré en fait des gens qui m'ont aidé à avoir un toit et de pouvoir en fait dessiner sur des dessins ou des petites toiles en atelier. Et grâce à eux, je leur remercie encore à tous parce que grâce à eux, aujourd'hui, je peux peindre sur des grands formats. Et c'est parti, en fait. Tu sais, c'est l'espèce de petite goutte qui finalement grandit, qui t'amène à rencontrer d'autres personnes. Il y a aussi une histoire de rencontre. Et encore une fois, d'humain. Et je pense que euh, chaque petite personne qui m'ont aidé, enfin, elles n'étaient pas petites finalement, elles étaient très grandes parce elles m'ont apporté en fait tout leur soutien avec leurs moyens pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et à partir de quand tu as commencé à en vivre de ton travail d'artiste? C'est une très très bonne question. À partir de quand? C'est un peu C'est une une question question. que les artistes se posent justement pour sortir du J'ai tunnel. pas de Ouais. vraie réponse parce que j'en vis sans me dire que c'est une réussite et je me dis aujourd'hui que non, il n'y a pas de. À partir de quand? Je pense pas avoir de date. Il y a pas de. J'ai pas de date en fait. Je pense que j'ai pas de date à te donner en fait par rapport à quand j'ai commencé. Je pense qu'aujourd'hui, je suis toujours dans cette recherche. Je ne pense pas avoir vraiment réussi. Je pense juste que j'en vis, tout simplement. Je sais pas si c'est une bonne réponse. Mais je pense que j'en vis. Mais justement, on parle de ça, de comment tu en vis. Quel est le rôle de l'argent dans une carrière d'artiste? Elle a beaucoup d'importance et elle a aussi très peu d'importance. Elle en a beaucoup parce que tu en as besoin. J'ai 2 enfants et une femme formidable que je salue. Et je te dirais que l'argent
est un moteur évidemment pour plein de choses, pour les écoles, pour notre vie tous les jours, pour le loyer, pour nos loisirs. Mais c'est pas une priorité. C'est bien sûr essentiel, mais c'est pas une priorité. En tout cas, dans mon travail, on pourrait elle doit pas se ressentir. C'est-à-dire que ma passion d'abord est avant tout en fait de dialoguer avec mes œuvres, avec ce que j'ai, avec mes toiles, avec tout mon atelier. Mais l'argent ne doit pas être une référence euh, euh, absolue dans comment dire. euh, on ne doit pas sentir le prix de la toile n'est pas en rapport à la taille de la toile, par rapport à toutes ces choses-là. Souvent, on me parle de prix. Il y a des gens pour ça. J'ai du mal à en parler quelque part. Je pense que tu le ressens. Il y a des gens pour ça. Il y a des galeristes pour ça. Il y a des musées pour ça, pour discuter en fait de certains projets. Il y a des institutions. Tu as évidemment des agents. Tu as des intermédiaires. Mais moi, personnellement, je crois que mon vrai projet, c'est de peindre tous les jours et de me sentir dans mon monde à moi, surtout. Et évidemment, le reste, je suis très content d'en gagner de l'argent. Ça va m'aider, ça aidera bien sûr ma famille à pouvoir être plus à l'aise dans la vie. Mais c'est pas une priorité avant tout. Tu parles beaucoup de tes enfants, Aume. Ouais. Comment est-ce que tu fais pour concilier ta vie trépidante d'artiste avec ta vie de famille? C'est aussi rapide dans les deux sens. C'est pas que j'ai pas le temps pour mes enfants, j'ai toujours du temps. Un père qui dit que t'as pas le temps pour les enfants, c'est pas possible. Non, non, j'ai du temps pour mes enfants, sauf qu'ils sont super plus rapides que moi. Ils sont tellement rapides que je les vois parfois presque pas dans la maison, même si c'est pas forcément, c'est pas très grand, mais bon, écoute, c'est comme ça. J'ai la chance d'avoir deux beaux enfants, comme tous les parents. Deux beaux enfants, mais ça va tellement vite que je les vois, ça va tellement vite, c'est un peu comme la vie, je les vois tellement vite que j'ai l'impression que c'est déjà, j'ouvre les yeux, ils ont déjà tous les deux 12 ans. Et c'est vrai que c'est très rapide. Pareil, dans ma vie de tous les jours, ben, quand je regarde, je me dis, je suis passé de là à là, et je me retrouve aujourd'hui pareil. J'ai l'impression que ça a été tellement vite que je me retrouve du jour au lendemain au Vietnam, en Thaïlande. C'est incroyable. Ce qui est incroyable aussi, c'est de pouvoir partager un maximum avec mes enfants. Et c'est un vrai plaisir, un vrai kiff, quoi. Un vrai bonheur de les voir un petit peu dans les quatre coins du monde et qu'ils puissent profiter d'un maximum de mon aventure. Je crois qu'elle est là, la vie trépidante, elle est là, l'histoire, elle est là. L'essentiel, c'est de les sortir un peu de leur contexte de tous les jours pour les emmener dans des lieux incroyables. Les lieux sont finalement des pays, hein. Des lieux et des endroits magnifiques, quoi, tout simplement. T'as pas fait d'études, mais ta curiosité et ton envie de toujours expérimenter t'a amené vers de nouveaux supports. Par exemple, t'as peint sur un mur d'hôpital, t'as peint sur des montres, t'as peint sur une voiture. On sait pas où est-ce que ça va te mener, mais ça ne te fait jamais peur parce que tu vas toujours plus loin. T'es reconnu à l'international, tes œuvres sont partout dans le monde, alors que tu le dis toi-même, tu parles pas forcément anglais. Qu'est-ce qui te permet, toi, de pas avoir peur et d'aller toujours plus loin? Pas mal, pas mal. Je me cache derrière le trait, en fait. Je me cache derrière mon trait. C'est pas une expression, mais c'est vrai, je me cache derrière mon dessin. Et c'est ma seule langue. Ma langue universelle, c'est mon trait. C'est mon dessin. Je pense qu'il parle à tout le monde. J'ai pas inventé le trait. Je pense être juste la suite du trait. C'est pas un jeu de mots, mais c'est vrai. Je pense que le dessin, tout le monde sait dessiner. Tout le monde a un dessin en tête. Tout le monde sait à peu près faire un soleil. C'est la même chose.
Et ensuite, bon, tu as des hôpitaux qui te proposent des œuvres sur les murs, donc tu acceptes ou pas. Après, pareil, tu as des gens qui te collectionnent, qui aimeraient t'avoir sur un projet automobile, pourquoi pas. Tu as des gens qui aimeraient t'avoir sur d'autres supports, pareil. Donc ça peut être une montre, ça peut être une série de... ça peut être des enceintes, ça peut être toutes ces choses-là. Donc finalement, je pense que c'est très accessible à tous. J'ai eu plus de chance que d'autres. Et encore une fois, je parle d'un dessin universel, le trait, c'est-à-dire un dessin que tout le monde pourrait faire, en fait, tout simplement à travers un espèce de gribouillage, quoi, voilà, pour être beaucoup plus direct, quoi. T'as le trait, le dessin, etc. Et comme tu dis, tout le monde peut dessiner. Mais Ouais. toi, qu'est-ce que tu penses qui fait que les gens veulent continuer à travailler avec toi au-delà du trait? Je pense qu'il n'y a pas qu'un trait. Il y a aussi ta personnalité, tes rencontres, ta manière de les aborder. Enfin, Ah, j'ai pas la réponse, hein. Là, si c'est pour m'entendre dire que je les invite à... Enfin, que je vais pas séduire les autres. C'est pas mon truc. Je pense pas avoir le beau en moi. Le beau, c'est-à-dire la beauté. Je pense, en fait, naturellement, encore une fois, amener un langage universel, c'est-à-dire un dessin ou une peinture qui me parle déjà à moi. Et si ça leur parle, forcément, ça peut les intéresser sur des projets. Mais j'invite pas les gens, en fait, à leur proposer un projet. Ça vient ou ça vient pas. Je suis pas du tout dans cette demande-là ou dans cette proposition-là. C'est sans moi. Je dis pas que je cours après les autres, mais c'est pas moi. Je suis toujours un peu en retrait par rapport à ça et je communique vraiment entre moi et mon atelier. J'ai pas de. Bien sûr, j'ai les réseaux sociaux, mais j'ai pas je vais pas voir les autres pour leur proposer des projets. C'est pas mon truc. est-ce que tu as déjà senti pendant ton parcours que Ouais. le fait d'être asiatique pouvait être un frein dans ta carrière? Par exemple, dans le monde de l'art, dans le monde du luxe, en France? Non, mais t'as quand même les clichés qu'on connaît tous. C'est ouais, t'es super bon au ping-pong, donc t'es forcément bon en dessin. Et le cliché classique. En plus, moi, je suis peintre et dessinateur. Donc là, tu tombes sur le parfait produit. Donc on me dit, ah, forcément, Home, il est asiatique, il est bon en dessin. Donc ça, c'est un cliché qui est déjà très fort chez nous. Euh, donc ça me dessert pas, au contraire. C'est dans dans mon ADN. Et c'est vrai que c'est inné chez moi. Je dessine depuis que je suis petit, je peins depuis que je suis gamin, quoi. Évidemment, ma mère m'a payé mes premiers pinceaux et un papier pour pouvoir peindre, mais c'est arrivé très tôt, quoi. Donc non, j'ai pas eu ce problème-là. Euh, Après, c'est des clichés, voilà. Mais c'est finalement, je suis pas pro-asiate, hein, mais voilà, est-ce que le cliché est bon? Je dirais, il y a quand même beaucoup de chances que les Asiates soient bons dans le dessin et dans la peinture. J'ai une petite anecdote, je me suis retrouvé, tu sais, j'ai pas fait d'études, j'ai pas de bac, j'ai pas de diplôme, j'ai rien, quoi. J'ai aucun bagage. Le seul, c'est pour partir en voyage, mais c'est tout. Le truc vraiment qui m'avait vraiment étonné, j'avais fait en fait à l'époque un BEP dans tout ce qui était dessin industriel. Les trois quarts étaient asiatiques. À mon époque, c'était tous asiatiques. Et j'étais peut-être le plus mauvais du groupe des asiatiques. C'était tous super bons en dessin. Et t'avais trois, quatre gars qui étaient donc des Français pure souche, quoi. Tu vois, parce que les autres parlaient déjà pas tu vois, chinois, viet. C'était pas forcément des très bons en français. Mais par contre, ils étaient super bons en dessin. C'était un truc de fou, quoi. Et ça m'avait marqué parce que les trois quarts étaient très, très, très bons en dessin. Et moi, j'étais franchement le dernier, quoi,
Je parle bien sûr de dessins industriels, mais vraiment, tout le monde était bon. Et que des Asiatiques. J'étais super étonné, quoi. Voilà, c'est la petite anecdote. Ça voulait rien dire, mais bon, voilà. Ah, merci pour le partage. Là, tu retrouves tes toiles aussi dans des pays d'Asie, à Hong Kong, en Thaïlande, au Vietnam. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait de voir du coup ces portraits aux traits asiatiques en Asie? Je suis super content. J'ai l'impression d'être chez moi. J'ai l'impression, l'Asie entière, hein, bien sûr. J'ai l'impression d'être vraiment, forcément, je suis très content. Je suis très fier de me retrouver en Thaïlande, à Bangkok. Je suis content d'être à Chiang Mai. Je suis content d'être à Ho Chi Minh. Je suis content d'être à Hanoï. Je suis content d'être à Singapour, à Hong Kong. Pas pour citer tous ces noms et dire voilà, mais c'est génial. J'ai l'impression d'être dans le monde entier, même juste à travers que l'Asie. Et j'en oublie bien sûr beaucoup, mais on parle bien sûr des États-Unis. Mais l'Asie, une grande importance pour moi. Je ne peux pas te dire pourquoi. Peut-être ma mère, peut-être c'est inné, quoi. C'est un truc que j'ai je sais pas. C'est très très fort pour moi. Est-ce que tu as une exposition ou une rencontre que tu as faite à l'étranger, ou d'ailleurs en Asie, vu que tu en parles beaucoup, qui t'a marqué et que tu voudrais partager avec nous? Je te dirais le Japon. Encore une fois, parce que j'étais avec mes enfants et ma femme. Et on est partis tous ensemble. On s'est retrouvés. C'était une vraie aventure. Je crois qu'en fait, l'exposition, c'est d'abord l'aventure. Tu prends l'avion, tu arrives. Voilà, c'est ça l'histoire. Et que tu te retrouves à Tokyo. C'était la deuxième fois. J'adore y aller. J'adore le Japon. J'adore cette île. J'adore l'état d'esprit. J'adore tout. Et je crois que le prétexte, c'était d'exposer évidemment là-bas. Mais c'était aussi une belle aventure de pouvoir profiter de... Je dis pas tout le Japon, mais Tokyo, pour moi, c'était énorme, quoi. Et de me retrouver... je me sentais... je sais pas, je me sentais super libre. Mes enfants, pareil. C'était une belle aventure. T'expliquer pourquoi... il y avait tout, quoi. Ça parle de plein de choses, de la culture, de la mode, des traditions. On s'est retrouvés dans des lieux incroyables. Je me suis retrouvé dans des je te parle de rue, hein. En marchant dans des quartiers, de se retrouver dans des magasins, évidemment, de pavés de verre. C'était impressionnant, des pavés de verre. C'est-à-dire, c'était, je crois, chez Prada. Je longe en fait une rue du côté d'Aoyama et je me retrouve face à un espèce de building énorme et c'était en pavé de verre complètement, quoi. Et c'était chez Prada, quoi. En fait, je suis pas rentré parce que c'est pas ma culture, mais j'ai trouvé ça dingue de voir une maison de couture dans cet esprit-là. Déjà, pour moi, c'était un truc complètement dingue. Tu vois, donc on a affaire au design, on a affaire à des traditions, on a affaire bien sûr à des temples, on a affaire à des lieux comme Shibuya. C'était incroyable, le monde qu'il y avait. On s'est retrouvé dans un croisement voilà, que tu connais certainement. C'était fou, quoi. Tu disais que ton premier voyage au Vietnam, c'était dans ta vingtaine? Pardon? Ton premier voyage au Vietnam, Ouais. c'était dans ta vingtaine? C'était vers ma vingtaine, ouais, exactement. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué la première fois que tu es allé au Vietnam? Les gens, le rire, les pleurs, les sourires, le regard, les paysages, l'humidité, la chaleur, les enfants, les vieux, les vieillards, le bruit des mobylettes, le bruit des scooters, tout, quoi. Les odeurs très fortes parfois, C'est tous les voire sens. souvent même. Ça réveille c'est tous les génial. sentiments. Évidemment, ouais, c'est ça. Et ça te met bien, quoi. Tu te retrouves quelque part. Ouais. Est-ce que tu avais cette impression d'être chez toi ou justement que c'était un peu J'étais étrange? chez moi. Ouais. J'étais chez moi. C'est vraiment chez moi. Franchement, c'était dingue. C'est un moment, c'est un privilège pour moi. Tu te retrouves vraiment chez toi. Tu ressens la même chose.
les odeurs, la chaleur. Enfin, c'est surtout en fait la chaleur humaine aussi. Tu sais, il y a ce partage que je n'ai pas forcément retrouvé dans d'autres pays. Euh, Instantanément, c'est spontané, c'est direct chez eux. T'as l'impression que c'est très familial, en fait, que c'est très... Ouais, tu as envie de manger avec eux, tu vois, tout le monde mange dehors, dans la rue. Le feu est dans la rue, hein, ça commence très tôt, à 8 h du matin. Voire peut-être plus, tu vois, plus tôt. Et pareil, le sandwich, c'est à n'importe quelle heure. T'as une vie, t'as un partage qui est là tout le temps, quoi. T'as l'impression que c'est leur façon d'être, quoi. Ce que je n'ai pas forcément retrouvé tout de suite dans d'autres pays. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir si t'allais t'installer là-bas ou pas? Écoute, j'y pense. Aujourd'hui, j'y pense. À 53 ans, j'y pense. J'adore l'Asie. Mes enfants adorent l'Asie. Ma femme aussi, on y pense beaucoup. On y pense énormément. Et évidemment, l'éducation, elle est aussi bonne qu'en Europe. Mais j'y pense beaucoup parce que j'y trouve, je me sens à l'aise en fait. Je me sens tellement à l'aise, mes enfants aussi. Et à un moment donné, on va peut-être passer le pas. Je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais en tout cas, on a envie de voir d'autres choses, quoi. Peut-être. Dans ton récit autobiographique, Ma vie d'homme, tu parles beaucoup de ta mère et très peu de ton père. Est-ce qu'il y a une raison en particulier? Pas mal comme question. Je parle très peu de mon père, tout simplement parce que je ne l'ai jamais connu. J'ai connu mon père, en fait, dans la réalité, on n'a jamais su. Bon, en tout cas, pour ma part, je n'ai jamais su qui c'était. J'ai vu une photo de lui. Euh, Aucune idée. Je pense qu'il a eu une histoire, voilà, une histoire apparemment sordide. Il est peut-être décédé, un peu compliqué. En revanche, j'ai connu un père d'adoption que j'ai rencontré sur le tard. J'avais peut-être 14-15 ans et qui m'a élevé comme un papa et qui m'a donné l'envie de faire du roller, parce que je faisais du roller à l'époque. Donc mes premiers patins à roulettes, tu sais, c'est en métal, avec des réglages donc à roulettes, quoi, que tu mets sous tes pieds, sous tes chaussures et que tu visses ou tu serres avec des lanières. Ce qui m'a permis, en fait, de rencontrer d'autres personnes au Trocadéro, par exemple. Parce que le Troca a une grande importance pour moi, le roller. Et de l'autre côté, dans cette histoire-là, grâce à ce père d'adoption, j'ai appris aussi à aimer, en fait, un papa. Et parce que ma mère, évidemment, n'était pas en super bêta, vu son accident. Et dans ce récit-là, je parle en fait de Paris, dans toute sa splendeur. Je parle en fait de plusieurs coins dans Paris, du 18e arrondissement. Je parle donc bien sûr, je parle bien sûr des mamas que je voyais en fait euh, dans tous les quartiers du 18e. On mangeait avec mon oncle, on mangeait beaucoup de merguez frites, de poulet frites. Dans le 13e, c'était bien sûr des Asiatiques. Et c'était surtout des soupes et beaucoup de ventes de sacs de riz, parce que j'en ramenais pour ma mère en roller. On n'avait pas les moyens de prendre le métro, en tout cas pour moi, à cette époque-là, où j'allais à Maubert Mutualité. En fait, je descendais trois marches, et je me retrouvais aller acheter des sacs de riz C'était comme une espèce d'épicier, en fait, asiatique qui se trouvait, en fait, à Maubert Mutualité. Et voilà, Paris, ça a été pour moi quelque chose de très fort. C'était toutes les couleurs qui me permettent aujourd'hui de donner ce que je fais, en fait, en peinture. C'est-à-dire, les quatre coins, tu as le 18e, le 13e. Tu avais aussi des quartiers comme le Troca, le Montparnasse, où tu avais... c'était un autre pays pour moi. C'était un petit peu c'était plus bien sûr la France, mais tu avais effectivement cet esprit plus européen. Donc c'était encore un style différent
de ce que je voyais en fait dans le 18e et dans les autres quartiers. Et tu avais un autre coin qui était, il me semble que c'était du côté du, je sais pas si c'était le 6e, où il y avait peut-être plus de, il y avait un côté un peu plus méditerranéen, c'est-à-dire, je sais pas, et je voyais des quartiers complètement différents et je me retrouvais en fait dans des pays différents à Paris. C'est un peu l'histoire de mon livre. Et je raconte ça parce que le livre parle de Paris, parle bien sûr de ma vie, de mon père d'adoption, du père que je n'ai pas connu. Ce langage universel, finalement, était un regard de tout le monde, quoi. Et c'est ce qui m'a permis peut-être aussi de peindre, dessiner ce que je fais aujourd'hui, enfin de ce que je fais tous les jours, quoi. Quel message, en fait, tu avais envie de transmettre à travers ce livre? Je vais te donner une... Là, il sort. Donc, je parle... je ne peux pas tout te dire. Je parle, en fait, évidemment, d'une forme de réussite plutôt personnelle et très visible par d'autres. Et j'explique un petit peu que l'argent n'est pas l'essentiel. Ça ne doit pas être l'essentiel de ta vie. C'est un peu l'histoire de ce livre. Mais c'est bien sûr mieux expliqué, plus en détail, avec des vraies stories. Et je pense que c'est ça. C'est ça l'histoire. Alors là, je vais rentrer dans un côté un peu plus personnel. Je disais en introduction que tu es un artiste, mais t'es aussi, c'est un épisode un peu particulier pour moi parce que tu es devenu un mentor et un ami. On s'est connus en 2018 à Hong Kong. Tu exposé là-bas et on s'est revus à Bangkok parce que tu faisais une autre exposition quelques semaines après à Bangkok, en Thaïlande. Et en fait, tu as eu un rôle assez particulier dans l'histoire de Banh Mi. Parce qu'au début, en saison 1, j'étais que en audio. Donc, c'était vraiment Banh Mi podcast, que de l'audio. Et un jour, tu m'as appelée et tu m'as dit, Linda, je pense que tu iras un peu plus loin si tu le faisais filmer. Donc, c'est comme ça que les derniers épisodes de la saison 1 de Banh Mi ont été filmés. C'est grâce à toi. Tu as été mon premier sponsor, alors que j'y songeais même pas d'avoir des épisodes filmés. Donc, merci. Ouais, merci à toi. Je sais même pas si j'ai eu l'occasion de te le dire en réalité. Peut-être que je te l'ai déjà dit au téléphone, mais pas comme ça. Du coup, Aume, t'as voulu accompagner le projet, t'as cru en moi. Pourquoi ça a compté pour toi d'accompagner cette aventure et de m'encourager à raconter ces histoires via Banh Mi et en images, du coup? C'était une évidence, Linda. On te voit... En fait, t'es un trompe-l'œil. On te voit, t'es pas forcément super grande, mais en fait, derrière, il y a une force, il y a quelque chose, il y a un sourire, il y a un regard. Tu sens tout de suite de l'ambition. Il y a une grande forme de diplomatie chez toi, avec du caractère et beaucoup d'écoute. Et tout de suite, on a envie, en fait, de te voir tout de suite vers ce futur positif, parce que tu as une énorme force en toi et ça se voit. Ça se voit, c'est très clair. Et nous qui sommes un petit peu plus âgés, on a envie de t'aider. Je pense que c'est pas le bon terme. On a envie de participer en fait à tes projets. Tu nous donnes envie en fait de t'accompagner, tout simplement. C'est une envie. Je pense qu'à un moment donné, enfin, c'est pas à un moment donné. Tu vas aller loin. Tu vas aller très 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 loin. Et ça, c'est sûr. Ça mettra un peu de temps, peut-être plus de temps que d'autres, mais je suis persuadé que tu iras très, très, très loin. Sûr. Voilà. Merci. Je t'en prie. Alors, pourquoi, selon toi, un média comme Banh Mi peut être essentiel aujourd'hui? Peut-être, non, il est essentiel. Déjà, ça commence comme ça. Banh Mi, c'est, comme on le sait tous, c'est un sandwich, c'est la culture, quoi. C'est les traditions, c'est l'essentiel, en fait. Sans sandwich, on vit pas. Donc,
déjà, tu réponds à tout, je réponds pour toi. Et puis voilà, c'est un petit clin d'œil à l'Asie. Tu parles d'un produit, d'un projet. Là, tu es vraiment à l'essence même de ce qu'on est. Le banh mi, c'est hyper important, quoi. Donc moi, j'en ai mangé un avant de venir. Et c'est vrai en plus, c'est pas une blague. Non. Donc pour moi, de faire partie de cette histoire, ça me touche avant tout. Et je suis hyper fier d'être dedans. Merci. Alors, quel regard tu portes aujourd'hui sur la jeune génération d'artistes qui veulent s'exprimer et comment ils intègrent les réseaux sociaux pour se lancer dans leur carrière, comme toi aussi, tu as pu le faire. Si tu pouvais nous donner un peu ton ressenti actuel en 2025. Alors, les jeunes artistes d'aujourd'hui, ils sont trop forts. Ils sont très, très, très forts. Il faut les suivre, ça va très vite. C'est comme l'histoire trépidante de mes enfants avec les pays et leur vie à eux, enfin avec moi. Ah non, ils sont très forts. J'ai pas vraiment j'ai pas d'histoire, de leçons à leur donner. Juste y croire un peu plus parce qu'ils sont plus jeunes. Ce qu'il faut avoir je pense qu'ils ont aussi besoin d'avoir un atelier. Ils ont besoin d'avoir des agents. Ils ont besoin d'avoir. En fait, tout ça, c'est une histoire de temps. Ça se fait pas en une semaine. Ça se fait pas en un an. C'est un projet d'une vie, c'est le projet de quelques années. C'est une construction très personnelle et c'est surtout d'avoir beaucoup de volonté. Évidemment, c'est un cliché, mais c'est très important d'avoir cette volonté et de ne pas écraser les autres. Ça, c'est très important, surtout dans notre milieu à nous, de ne pas les écraser. Et ça, je le dirais tout le temps. Écraser l'autre, c'est perdre une phase de sa propre histoire. C'est-à-dire, le but est au contraire faire participer tout le monde et quelque part que le meilleur gagne. Mais il ne faut pas les écraser les autres. C'est important parce que je l'ai souvent vu dans les réseaux sociaux. Voilà, les critiques sur les autres. Souvent, c'est une grande tendance des jeunes. Et nous qui sommes un petit peu plus anciens, on n'est pas dans cette énergie-là. Donc, au contraire, on participe tous. Et encore une fois, il n'y a pas vraiment de gagnant. On peut tous trouver quelque chose de fort en chacun. Et il y a du talent dans tous. Voilà, tout simplement. Quel conseil tu donnerais à Aume de 20 ans ? Si là, tu l'avais devant toi, Aume, 20 ans, tout jeune, qui s'apprête à partir au Vietnam, est-ce que tu aurais un conseil à lui donner ? En plein de choses. C'est même pas un conseil, je pense que je lui dirais continue, tu doutes, ta voix est bonne parce que t'es bon à l'intérieur. Arrête de pleurer et souris à la vie. Simplement. On va terminer l'interview avec 3 questions. Donc banh mi, c'est le nom du podcast. Est-ce que toi, tu manges des banh mi ? Ouais, j'adore les banh mi. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le banh mi ? La coriandre. C'est un classique, hein, la coriandre. C'est polarisant, la coriandre. Il y en a qui adorent et il y en a qui détestent. J'adore. Ouais. Ma femme déteste la coriandre. Moi, j'adore la coriandre. C'est vrai en plus. Ça. Je déteste la coriandre. Ah, merde, c'est vrai, toi aussi. T'aimes pas ? Un goût de savon. C'est un quoi ? Ouais, c'est un goût de savon. J'ai un copain. Ouais, c'est pareil. Les gens disent que c'est un goût de savon vaisselle. Ouais. Est-ce que tu as un plat réconfortant ? Oh, c'est cliché aussi. Hein. C'est la soupe vietnamienne, donc le pho. Ouais. Tu vois, t'as répondu. Cliché, quoi. Ah, j'adore.
C'est genre, tu te sens à la maison, tu te sens, Ouais, tu tout, te sens boulette, complet, la enveloppé. totale. Ah, j'adore, je me sens au chaud. Je pourrais même dormir dans la soupe. Ah, j'adore. Est-ce que tu as fait une découverte récemment, que ce soit en termes de musique, de films, de livres ou de rencontres, tout simplement, en lien avec l'Asie, que tu voudrais partager avec nous? Ah oui, j'ai fait la rencontre d'un type formidable. Évidemment, tout le monde le connaît. Il s'appelle Eric Serra. Il a composé, bon, bien sûr, plusieurs musiques de films. Le Grand Bleu, par exemple. Et j'écoute tout le temps Le Grand Bleu. C'est-à-dire toutes ces musiques. Et encore une autre chose qui me parle, c'est parce que j'ai fait du roller, c'est Subway. Et je le mets à toutes les sauces, dans toutes mes stories. C'est un peu comme le piment et le feu. Je le mets partout, dans tout. Et c'est en atelier, partout, à la maison, chez moi. Je pense que les enfants en ont marre. Mais bon, voilà, c'est en nous, c'est en moi, c'est dans mes toiles, c'est une histoire avec je sais pas, avec la vie, la nature, la terre, la mer, l'humain, mon adolescence. Il y a plein de choses qui en ressortent, quoi. Donc ça va au-delà de l'Asie, mais c'est une magnifique rencontre que tu as faite. Est-ce que ça va au-delà de l'Asie? Ouais, ça va au-delà de l'Asie. On dépasse tout, quoi. Il y a pas de frontières. Mmh. Merci Aume de nous avoir accueillis dans ton atelier. Merci à Alexandra. Merci à toute l'équipe Banmi d'avoir été là. C'est un cadeau très précieux que tu nous offres aujourd'hui avec Alexandra parce que on est entouré de magnifiques toiles de toutes les grandeurs, de tous les supports. Ça faisait un moment que j'étais pas venue ici, peut-être 4 ou 5 ans. Et c'est incroyable de voir tout ce que tu as pu développer et tous les projets encore à venir. Et surtout, bravo pour ton récit autobiographique qu'on va s'empresser d'aller acheter, d'aller lire, de lire, relire, redécouvrir et voir en toi toute cette humanité que tu fais transpercer non seulement à travers tes toiles, mais aussi à travers tes mots. Donc, merci beaucoup. Merci Linda. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banmi Podcast. J'espère que cette immersion dans l'atelier de Aume Nguyen vous a autant inspiré que moi. C'était un moment fort, presque suspendu, une conversation entre deux passionnés, mais aussi une rencontre humaine, pleine de sens et surtout de transmission. Si cet épisode vous a touché, partagez-le autour de vous, laissez-nous un petit mot ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui nous aide à faire voyager encore plus loin les histoires de la communauté Banmi. Et pour suivre nos actualités, nos projets et nos événements, rendez-vous sur ban-mi.co et sur nos réseaux @banmi.media. Et pour nous soutenir, vous pouvez vous offrir du merch créé par la team Banmi, des t-shirts, des casquettes, plein de choses qui font partie de la boutique Banmi, nous rejoindre comme adhérents ou faire un don sur notre page Hello Asso. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de la saison 4 avec d'autres invités inspirants pour continuer à explorer l'Asie, les identités et les cultures asiatiques sous toutes leurs formes. Merci encore pour votre écoute, votre soutien et votre fidélité et à très vite sur Banmi Podcast.